Gros plan macro sur une graine de gland posée dans la paume d'une main calleuse. La lumière est chaude, presque sacrée. Musique, un piano minimaliste, intrigant, qui monte lentement en intensité. Vous pensez savoir d'où viennent les arbres. Bien sûr que vous le savez. Vous l'avez vu 1000 fois, à l'école, dans votre jardin, dans les documentaires. On enfonce une graine dans la terre, on ajoute un peu d'eau, on attend, et finit par surgir une pointe verte qui déchire la surface et s'élance vers le ciel. La terre se soulève, les racines s'enfoncent. Les arbres viennent du sol. C'est une évidence. Ce n'est même pas une question qui mérite d'être posée. Tout le monde sait que l'arbre mange la terre pour grandir. Sauf que, non, ce n'est pas seulement faux, c'est physiquement impossible. On dézoome brutalement pour révéler un chêne centenaire gigantesque, imposant, dominant une colline. Le vent fait bruisser des milliers de feuilles. Regardez ce chêne. Un spécimen adulte pèse environ 10 000 livres, 5 tonnes. 5 tonnes de bois solide, d'écorce rugueuse, de racines noueuses et de branches massives qui n'existaient pas il y a un siècle. Et pourtant, aujourd'hui, elles sont là, bien réelles, pesant sur le sol de tout leur poids. Alors, posons la question sérieusement. Pas de façon poétique, pas de façon vague. De façon purement physique, d'où vient cette masse? D'où viennent ces 5000 kilos de matière solide? Le narrateur apparaît à l'écran, marchant dans une forêt. Il s'arrête et tapote le tronc de l'arbre. La réponse évidente, celle que votre cerveau vous hurle, c'est le sol. Les racines vont profond, l'arbre pompe des trucs dans la terre, et ces trucs deviennent du bois. C'est logique, n'est-ce pas? Ça semble vrai. Alors, testons cette intuition. Graphisme stylisé façon vieux grimoire. On voit un portrait de Jean-Baptiste van Helmont, un scientifique flamand du XVIIe siècle. Dans les années 1600, un homme nommé van Helmont s'est posé exactement la même question. Et il a réalisé une expérience qui aurait dû changer notre vision du monde à jamais. Il a pris un jeune saule pesant 5 livres. Il l'a planté dans un énorme pot contenant exactement 200 livres de terre qu'il avait préalablement fait sécher au four pour être sûr du poids. L'arbre qui grandit sous une pluie artificielle, avec une horloge qui tourne à toute vitesse indiquant 5 ans plus tard. Pendant 5 ans, il n'a rien donné à l'arbre, absolument rien, à part de l'eau de pluie ou de l'eau distillée. L'arbre a grandi, s'est fortifié, a déployé ses branches. À la fin des 5 ans, van Helmont a déterré l'arbre. Il pesait désormais 169 livres. Il avait gagné 164 livres de masse pure. Scène, l'animation montre la balance, d'un côté l'arbre, de l'autre la terre séchée à nouveau. C'est ici que l'histoire bascule. Van Helmont a récupéré toute la terre du pot, l'a fait sécher à nouveau et l'a pesée. Si l'arbre avait mangé la terre, le pot devrait être presque vide, non? On devrait avoir perdu environ 164 livres de sol. Mais le résultat fut ahurissant. La terre n'avait perdu que 2 onces. Scène, gros plan sur le narrateur, l'air sérieux, presque provocateur. 2 onces. 56 grammes. L'arbre a gagné 74 kilos et le sol n'a presque pas bougé. Les chiffres viennent de briser votre intuition. Le sol n'est pas la réponse. L'idée confortable que l'arbre est de la terre transformée vient de mourir sous vos yeux. Montage rapide de gens qui haussent les épaules, de schémas de biologie complexes qu'on survole sans comprendre. À ce stade, la plupart des gens se contentent de hausser les épaules. Ils se disent qu'il doit y avoir une explication technique, un truc sur les nutriments ou la chimie qu'ils ne comprennent pas, et ils rangent ça dans un coin de leur cerveau avant d'oublier. Mais arrêtez-vous. Ne passez pas à la suite. Parce que ce qui vient de se passer est extraordinaire. Silence visuel, le narrateur regarde la caméra, immobile. Vous venez de voir 74 kilos de matière physique solide apparaître à partir de rien. C'est comme si vous aviez regardé un magicien sortir un éléphant d'un chapeau vide et que vous aviez dit « Oh, c'est sûrement de la biologie ». Ce n'est pas une petite lacune dans vos connaissances, c'est un trou béant dans votre compréhension du fonctionnement du monde physique.
Et la réponse, quand vous allez enfin la voir, va briser quelque chose en vous. Elle va changer votre perception des arbres, de l'air et de la matière elle-même. Laissez-moi vous montrer le premier suspect, l'eau. Car si ce n'est pas la terre, c'est forcément l'eau, non ? Le narrateur est assis au bord d'une rivière, il puise un peu d'eau dans ses mains et la regarde couler entre ses doigts. Rythme fluide, un peu plus soutenu, évoquant le mouvement. D'accord, le sol ne fait pas le poids, on l'a vu, mais l'eau. L'eau semble être la coupable idéale. On sait que l'arbre boit. On sait qu'un grand chêne peut pomper jusqu'à 400 litres d'eau par une chaude journée d'été. Sur un siècle, c'est un océan miniature qui transite par ses racines. On peut presque l'imaginer. L'eau monte, l'arbre s'imbibe, et hop, il grossit. C'est propre, c'est simple, c'est logique. On voit une molécule d'eau, H2O, entrer dans une racine et monter vers les feuilles. Sauf que la logique n'est pas la réalité. Si on regarde de plus près, au niveau atomique, l'explication de l'eau s'effondre aussi vite que celle de la Terre. L'eau, c'est du H2O. 2 atomes d'hydrogène, un atome d'oxygène. Quand un arbre traite cette eau, il l'utilise principalement pour 2 choses, le transport des nutriments et la photosynthèse. Mais voici le hic. Dans le processus de fabrication de la matière organique, l'arbre casse la molécule d'eau. Il garde l'hydrogène, certes, mais il rejette l'oxygène dans l'air. C'est d'ailleurs pour ça qu'on dit que les forêts sont les poumons de la Terre. Le problème, c'est que l'hydrogène est l'élément le plus léger de l'univers. Il ne pèse quasiment rien. Même si vous accumuliez des tonnes d'hydrogène, cela ne suffirait jamais à expliquer la densité et le poids d'un tronc massif. Et surtout, le bois n'est pas fait d'hydrogène. Le bois est fait de carbone. Le carbone est la colonne vertébrale de chaque molécule organique, de chaque paroi cellulaire, de chaque fibre de chaque arbre qui a jamais poussé. Le carbone est dense. Le carbone est lourd. Il représente environ 50% du poids sec d'un arbre. Alors, on a un problème mathématique majeur. Le sol ne contient pas assez de carbone pour alimenter l'arbre. Rappelez-vous les 2 onces de Van Helmont. Et l'eau ? Elle ne contient pas de carbone du tout. 0. Nada. Le narrateur s'adresse à un spectateur imaginaire qui semble têtu, interprété par lui-même avec une casquette différente. Attends, et les minéraux ? L'azote, le phosphore, le potassium, tout ce qu'on met dans l'engrais, c'est forcément ça. Reprenant son rôle sérieux. C'est une excellente remarque. C'est ce que tout le monde se dit. Mais regardons les chiffres. Tous ces minéraux réunis, tout ce que l'arbre tire réellement du sol pour ses fonctions vitales, cela représente environ 1 à 2% de la masse totale de l'arbre. C'est le sel et le poivre de la recette, si vous voulez. Mais où est le plat principal ? Où sont les 98% restants ? Musique s'arrête brusquement. Le narrateur s'arrête de marcher et regarde droit dans l'objectif. Silence pesant. Réfléchissez-y une seconde. Vous avez devant vous un objet de 5 tonnes. Vous savez qu'il vient d'une graine qui pesait quelques grammes. Et vous ne pouvez pas expliquer sa masse. Ni par la terre, ni par l'eau, ni par rien de ce que vous voyez entrer dans le sol. C'est à ce moment précis que votre cerveau devrait commencer à picoter. Parce que la réponse n'est pas sous vos pieds. Elle est tout autour de vous. Elle est dans ce que vous ne voyez pas. Le narrateur tend les mains dans le vide, comme s'il essayait de saisir l'air invisible. La masse vient de l'air. On voit des courants d'air colorés s'engouffrer dans les feuilles d'un arbre. Un thème aérien, grandiose, qui décolle. C'est ça la réponse. Pas la terre, pas l'eau, pas les minéraux. Presque toute la masse physique d'un arbre, le tronc, l'écorce, les branches, provient d'un gaz invisible flottant dans l'atmosphère, le dioxyde de carbone, le CO2. Cette substance que vous expirez, cette substance qui ne représente que 0,04% de l'air qui vous entoure en ce moment même. C'est de ça que les arbres sont faits. Gros plan sur une feuille, on zoome à l'intérieur jusqu'à voir des petits trous. Un chêne de 10 000 livres est, au sens le plus littéral et physique du terme, de l'air solidifié.
Quand Van Helmont a fait son expérience et qu'il ne comprenait pas où était passée la masse, la réponse flottait littéralement devant son visage pendant tout ce temps. Il ne pouvait juste pas la voir, parce qu'elle était invisible. Le narrateur marche dans un champ, entouré de hautes herbes qui ondulent au vent. Voici ce qui se passe réellement. Les arbres aspirent le dioxyde de carbone à travers de minuscules pores dans leurs feuilles, appelés stomates. Le CO2 entre. L'arbre, telle une usine de haute précision, démonte la molécule. Il arrache le carbone et rejette l'oxygène. Il utilise ce carbone comme matière première, assemblant les atomes de carbone les uns après les autres pour former de longues chaînes complexes, le glucose, puis la cellulose, puis la lignine. Ce n'est pas une métaphore, ce n'est pas une image poétique, c'est le mécanisme moléculaire exact de notre réalité. Chaque planche de bois dans votre maison, chaque table de votre cuisine, chaque page de chaque livre que vous avez touché, tout cela a commencé sa vie sous forme de gaz dérivant dans l'atmosphère. Les arbres sont des machines qui capturent l'invisible et le transforment en solide. Van Helmont avait raison d'être confus. Il a simplement oublié de peser l'air. Et honnêtement, pourquoi l'aurait-il fait ? L'idée que quelque chose de solide puisse venir de quelque chose d'invisible viole toutes nos intuitions sur le fonctionnement de la matière. Et pourtant, c'est ce qui se passe. Chaque arbre que vous croisez est une sculpture faite d'atmosphère cristallisée. Mais attendez, on ne fait que gratter la surface. Parce que pour transformer de l'air en bois, il faut quelque chose de plus que du gaz. Il faut de l'énergie. Une quantité colossale d'énergie. Et c'est là que l'histoire passe de la biologie à la physique pure. C'est là que vos mains vont commencer à trembler. Le narrateur se tient devant un mur de briques à moitié construit dans un entrepôt désaffecté. Des projecteurs puissants imitent la lumière crue du soleil. Musique, un son synthétique granulaire évoquant le mouvement des particules et l'énergie pure. On a donc établi que l'arbre est fait d'air. C'est déjà une pilule difficile à avaler. Mais maintenant, il faut comprendre le comment. Parce que le CO2, ce n'est pas de la pâte à modeler. C'est une molécule extrêmement stable. Les atomes de carbone et d'oxygène sont liés entre eux comme s'ils étaient soudés à l'arc. Ils n'ont aucune envie de se séparer. Pour briser ces molécules et en extraire le carbone, il faut une force brute, une puissance phénoménale. Le narrateur ramasse une brique et essaie de la briser à main nue, sans succès. Vous avez appris le mot photosynthèse à l'école. Vous avez probablement coché la case dans un QCM, reçu votre note et vous avez tourné la page. Mais on ne vous a jamais montré ce qui se passe réellement à l'intérieur de la forge. Ce n'est pas juste de la biologie, c'est de la physique de haute voltige. C'est l'un des processus les plus extraordinaires de l'univers connu. La lumière du soleil frappe une feuille. On voit les ondes électromagnétiques vibrer. La lumière du soleil n'est pas seulement une clarté ou une chaleur, c'est un rayonnement électromagnétique. Ce sont des champs électriques et magnétiques qui oscillent à des fréquences vertigineuses et voyagent à 300 millions de mètres par seconde. C'est la même force fondamentale qui fait tenir vos atomes ensemble, la même force derrière les aimants et l'électricité. Et quand ces ondes frappent une molécule de chlorophylle à l'intérieur d'une cellule végétale, il se produit un miracle quantique. Mais il les efface d'un revers de main pour dessiner un simple schéma de ressort. Imaginez la chlorophylle comme un piège à lumière. L'énergie du soleil frappe un électron dans la molécule et lui donne un coup de pied monumental. Cet électron est propulsé vers un état d'énergie supérieur. Il est excité, comme un ressort qu'on aurait comprimé au maximum. Cet électron survolté est ensuite passé de molécule en molécule, comme une patate chaude, le long de ce qu'on appelle la chaîne de transport d'électrons. Très dynamique, style Richard Feynman expliquant la physique à un enfant. Pendant qu'il saute, cet électron alimente une minuscule pompe qui fabrique de l'ATP. L'ATP, c'est la monnaie énergétique de la vie. C'est une petite batterie chimique chargée à bloc. Et c'est là que le braquage commence. La plante utilise cette énergie stockée pour forcer l'ouverture du CO2. Elle arrache l'oxygène. « Allez, oust, on n'a plus besoin de toi !» Et elle garde le carbone.
Mais elle ne le garde pas n'importe comment. Elle utilise l'énergie solaire pour forger des liens entre les atomes de carbone. Le narrateur revient au mur de briques. Il commence à empiler les briques avec un mortier invisible. Elle assemble 6 atomes de carbone, y ajoute un peu d'hydrogène et d'oxygène provenant de l'eau, et elle crée du glucose. C6H12O6. C'est du sucre simple. C'est la toute première chose solide de tout ce processus. C'est l'instant précis, le flash magique, où le gaz invisible devient une molécule physique que l'arbre peut utiliser. Ok, donc l'arbre est fait de sucre. C'est pour ça que la sève est sucrée. Mais le bois, c'est dur. C'était pas une barbe à papa. Exactement. Et c'est là que l'ingénierie végétale devient époustouflante. L'arbre prend ces milliers de molécules de glucose et il les enchaîne les unes aux autres en de très longues tresses répétitives. Ces tresses, c'est la cellulose. C'est le matériau structurel principal des parois cellulaires. Puis, il remplit les espaces entre ces fibres avec une sorte de résine ultra résistante appelée lignine. La lignine, c'est ce qui donne au bois sa dureté, sa rigidité, sa capacité à porter des tonnes de poids sans rompre. La cellulose et la lignine, c'est ce qu'est le bois en réalité, et les liaisons chimiques qui maintiennent chaque atome de carbone ensemble dans chaque forêt de la planète, ces liens sont de nature électromagnétique. Ce sont des fragments de lumière solaire mis en bouteille. L'énergie électromagnétique du Soleil a été capturée, domptée et transformée en matière solide. Arrêtez-vous un instant et réalisez ce que cela signifie. Chaque poutre de bois dans votre charpente, chaque table sur laquelle vous mangez, chaque navire qui a jamais vogué sur les océans, tout cela est de la lumière solaire solidifiée. Ce n'est pas une version simplifiée pour les enfants. C'est la réalité physique stricte. L'arbre est une machine biologique qui tend les bras vers le ciel, attrape l'énergie d'une étoile située à 150 millions de kilomètres et s'en sert pour tisser de l'air et en faire de la matière. Van Helmont ne pouvait pas le savoir, mais il observait un processus de transmutation digne de l'alchimie. Les rayons traversent les feuilles, créant des colonnes de lumière. L'arbre ne puise pas sa substance dans la terre, il la puise dans le ciel. Il se construit à partir du vide apparent. Mais le plus troublant, c'est que ce voyage atomique ne s'arrête pas à l'arbre. Parce que vous, oui, vous qui regardez cette vidéo, vous faites partie de cette même chaîne de montage. Et ce que vous allez découvrir sur votre propre corps va vous faire regarder votre reflet dans le miroir d'une manière totalement différente. Car si l'arbre est fait d'air, devinez de quoi vous êtes fait. Le narrateur est dans un supermarché bondé, entouré de rayons de fruits, de légumes et de pain. La caméra passe en mode ralenti, les couleurs sont saturées. Un battement de cœur sourd, rythmé par des sons électroniques éthérés. On vient de voir que l'arbre est un miracle de l'air. Mais ne faites pas l'erreur de croire que c'est une curiosité botanique qui ne concerne que les forêts. Ne pensez pas que vous êtes ici, sur le banc de touche, à observer ce spectacle de loin. Parce que la réalité est bien plus intime, bien plus viscérale. Le narrateur prend une pomme, la regarde, puis la croque. On voit une animation aux rayons X de la pomme descendant dans son œsophage. Vous mangez. Vous devez manger pour rester en vie. Et que mangez-vous ? Des plantes ou des animaux qui ont mangé des plantes ou des animaux qui ont mangé d'autres animaux qui, au bout de la chaîne, ont mangé des plantes. Chaque calorie que vous avez jamais consommée, chaque joule d'énergie qui fait battre votre cœur en ce moment même, remonte invariablement à une feuille verte capturant la lumière du soleil. Retour dans la forêt. Le narrateur s'approche d'un spectateur imaginaire et lui touche l'épaule. Ce qui signifie que le carbone dans vos muscles, le carbone dans vos os, le carbone qui compose les neurones de votre cerveau en train d'analyser mes paroles, tout ce carbone était du CO2 atmosphérique il n'y a pas si longtemps. Vous n'êtes pas fait de terre, vous n'êtes pas fait d'argile. Vous êtes de l'air réarrangé, cousu par des liaisons électromagnétiques et propulsé par de la lumière solaire recyclée. Le petit point de lumière qui s'envole dans l'atmosphère puis se regroupe à nouveau. C'est le paradoxe ultime de notre condition physique. On se sent solide, on se sent lourd,
On se sent terrestre. Mais nous sommes des créatures du ciel. Chaque atome de carbone de votre corps a une histoire épique. Avant d'être vous, cet atome flottait librement dans l'atmosphère sous forme de gaz. Une planque l'a saisi au vol, l'a dépouillé de son oxygène et l'a intégré dans une molécule de sucre. Quelqu'un a mangé cette plante. La molécule a été démantelée, transportée, reconstruite, et aujourd'hui cet atome est une partie de votre ADN. Le narrateur s'assoit sur une souche d'arbre coupée. Il dessine un cercle dans la terre avec un bâton. Et avant d'être dans l'atmosphère, il était peut-être dans un dinosaure il y a 66 millions d'années, ou dans un cèdre millénaire qui a fini par brûler, relâchant son carbone dans le grand réservoir invisible au-dessus de nos têtes. Le carbone circule à travers le vivant et l'atmosphère depuis des milliards d'années. Vous êtes un arrangement temporaire d'atomes qui ont fait partie d'innombrables choses avant vous, et qui feront partie d'innombrables choses après vous. Des hologrammes de formules chimiques flottent. Le narrateur joue avec un hologramme de molécules. C'est ici que le cerveau commence vraiment à chauffer. On appelle ça le métabolisme. Quand vous faites de l'exercice, quand vous brûlez des graisses pour perdre du poids, où pensez-vous que cette masse s'en va ? Vous ne la transformez pas en énergie pure. Ça, c'est pour les bombes nucléaires. Vous ne l'éliminez pas seulement par la sueur. La majeure partie du poids que vous perdez, vous l'expirez. Vous rejetez ce carbone sous forme de CO2. Vous redevenez de l'air. Le processus inverse de l'arbre se produit dans chacune de vos cellules, à chaque seconde. L'arbre construit la matière à partir de l'air et de la lumière. Vous démolissez cette matière pour libérer l'air et la lumière dont vous avez besoin pour bouger. Gros plan sur les yeux du narrateur, reflet d'une forêt et du soleil. C'est un miroir parfait, un cycle thermodynamique sans fin. Mais il y a une barrière mentale que nous avons du mal à franchir. Pourquoi est-ce si difficile à croire ? Pourquoi notre intuition nous trompe-t-elle si systématiquement ? Parce que nous sommes prisonniers de nos sens. Nos yeux nous disent que l'air est vide et que la terre est pleine. Nos mains nous disent que le bois est dur et que le gaz est rien. Mais la science nous dit que la dureté du bois n'est rien d'autre que la force de répulsion électrique entre des électrons qui, au fond, gravitent autour d'un vide immense. Entre le narrateur et son double sceptique. Mais enfin, si je suis fait d'air, pourquoi je ne m'envole pas ? Pourquoi je suis si dense ? Parce que la force électromagnétique est incroyablement puissante. Elle verrouille ces atomes de carbone dans des structures si serrées qu'elles créent l'illusion de la solidité absolue. Vous êtes un nuage de gaz qui a appris à se tenir debout grâce à la puissance d'une étoile. C'est ça le paradoxe. Nous sommes des fantômes de l'atmosphère qui ont trouvé le moyen de devenir du granit. Le narrateur se lève et regarde vers la cime des arbres, là où les feuilles touchent le ciel. Alors, quand vous regardez un arbre maintenant, ne voyez pas un objet passif planté dans la boue. Voyez une fontaine inversée. Voyez un pont entre le cosmos et nous. Mais ne vous arrêtez pas là, car cette compréhension nous mène à une conclusion qui n'est plus seulement chimique ou physique. Elle devient philosophique. Elle touche à la beauté brute et terrifiante de ce que signifie être vivant dans cet univers. Le soleil commence à descendre sous l'horizon, baignant la forêt d'une lumière dorée et longue. Le narrateur s'appuie contre le tronc du chêne colossal du début. Il n'y a plus d'animation, plus d'écran, juste le silence et la nature. Une mélodie au violoncelle, profonde, mélancolique, mais porteuse d'espoir. Le grand physicien Richard Feynman disait souvent qu'une fleur ne perd pas de sa beauté quand on comprend sa biologie. Au contraire, elle en gagne. Savoir ce qui se passe réellement ne flatte pas l'expérience de regarder un arbre. Cela l'approfondit jusqu'au vertige. Parce qu'à présent, quand vous regardez ce chêne, vous ne voyez plus de la terre qui a fini par tenir debout. Vous ne voyez plus une simple plante. Le narrateur lève les yeux vers la canopée, les feuilles filtrent les derniers rayons. Vous voyez des centaines d'années de lumière solaire solidifiée. Vous voyez de l'énergie électromagnétique capturée depuis une étoile située à 150 millions de kilomètres, utilisée pour forger des liens entre des atomes arrachés au néant de l'air, empilés un à un, avec une précision atomique,
pour devenir quelque chose que vous pouvez toucher, sculpter, ou sous lequel vous pouvez vous abriter. L'arbre ne puise pas dans la terre, l'arbre puise dans le ciel. Il puise dans le soleil, il puise dans l'invisible. Gros plan sur les mains du narrateur qui effleure l'écorce. On sent la texture, la dureté. Et vous, debout à côté de lui, vous êtes le même processus. Un agencement différent, une complexité autre, mais le même mécanisme fondamental. Capture de lumière, lien de carbone, construction de la matière. Vous et l'arbre exécutez le même tour de magie cosmique, juste dans des directions opposées. Vous respirez ce qu'il rejette, il respire ce que vous rejetez. Vous êtes les deux faces d'une même pièce de monnaie forgée dans le vide de l'atmosphère. Le narrateur s'adresse à la caméra avec une sincérité désarmante. C'est ici que réside la véritable poésie de la science. On nous apprend souvent que la réalité est froide, que les chiffres sont arides, que les équations enlèvent le mystère du monde. Mais c'est exactement l'inverse. Le mythe, l'idée que l'arbre vient de la terre, est ennuyeux. C'est une explication paresseuse pour un monde qu'on ne regarde pas vraiment. La réalité, elle, est absolument délirante. Elle nous dit que nous marchons dans une mer de gaz qui est en fait le réservoir de tout ce que nous sommes et de tout ce que nous construisons. Elle nous dit que nos maisons sont faites d'air et que nos corps sont faits de lumière d'étoiles recyclées par des feuilles. Montage rapide et émouvant, un nouveau-né qui respire, une forêt qui ondule, un feu de bois qui crépite, une personne qui écrit sur du papier. Quand vous brûlez une bûche dans votre cheminée, vous ne faites pas que créer de la chaleur. Vous libérez l'énergie solaire qui a été stockée là il y a des décennies. Vous brisez ces liens électromagnétiques et vous renvoyez le carbone là d'où il vient, dans l'air. La flamme que vous voyez, c'est la lumière du passé qui s'échappe enfin. C'est le cycle qui se boucle. Rien ne se perd, tout se transforme, tout danse. Le narrateur marche vers l'ombre de la forêt, s'éloignant de la caméra. On passe notre vie à chercher du sens, à chercher du merveilleux dans le surnaturel ou dans l'imaginaire. Mais le merveilleux est là, sous vos doigts, à chaque fois que vous touchez une feuille ou que vous prenez une grande inspiration. Vous êtes un morceau de l'univers qui a pris conscience de lui-même, construit à partir de rien d'autre que du vide et de la lumière. Si ce n'est pas une raison de ressentir un respect sacré pour chaque centimètre carré de cette planète, je ne sais pas ce qu'il vous faut. Il s'arrête une dernière fois et se retourne. La prochaine fois que vous passerez devant un arbre, ne vous contentez pas de le voir. Saluez-le. C'est un frère de carbone, un sculpteur d'air, un gardien de lumière. Et vous, vous êtes le témoin de ce miracle. Si vous voulez continuer à déchirer le voile des apparences, à regarder le monde pour ce qu'il est vraiment et non pour ce qu'il semble être, abonnez-vous. C'est à ça que sert cette chaîne. Transformer l'évidence en étonnement. On se retrouve très bientôt pour un nouveau voyage sous la surface des choses. Le bruit du vent dans les feuilles persiste quelques secondes avant de s'éteindre. Sa bonne voix pour déconstruire le réel.